Vous êtes sur la Pan-African Media 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour éveiller évidemment la conscience de cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission scindée en deux parties. La première partie, avec mes invités, nous allons faire une sorte d'immersion dans les différents pays. On va parler un petit peu de cette connaissance, cette maîtrise de l'histoire des pays par évidemment cette jeunesse africaine. Est-ce que les jeunes aujourd'hui connaissent l'histoire de leur pays? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, toujours dans la même thématique liée à la jeunesse, nous allons parler un petit peu de cette implication de la jeunesse dans le processus d'émergence d'un pays. Comment faire en sorte que cette jeunesse-là soit un levier de développement? Eh bien, vous en saurez un peu plus en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Ce sont des habitués également. Il s'agit de Benoît, vous êtes étudiant en journalisme et communication, Merci d'avoir participé et d'avoir répondu à l'invitation Génération News, Je vous en prie, au plaisir de partager. Plaisir partagé également pour un autre étudiant en journalisme et communication, Genèse. Troisième participation à Génération News. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Et on termine la phase de présentation avec Denis. Vous êtes étudiant en sciences politiques. Deuxième participation à Génération News. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, nous allons pour la première partie d'émission parler un petit peu de cette connaissance liée à l'histoire de notre pays. Benoît, je me tourne vers toi. Quand on parle de connaissance et d'histoire, quel lien tu fais entre ces deux points aussi cruciaux? Connaissance et histoire. Bon, si on le prend dans le thème qu'on a aujourd'hui, avoir connaissance de l'histoire de son pays, c'est déjà savoir ce que représente son pays sur la sphère géopolitique, savoir comment, par exemple, les chefs d'État qui ont été à la tête de nos États, comment ont-ils fait pour arriver là, la connaissance par rapport à nos ethnies, la connaissance par rapport à nos langues. Moi, c'est un peu tout ça. C'est tout ce qui fait un peuple, tout ce qui fait une nation. C'est ça que moi, j'appelle avoir connaissance de l'histoire de son pays. La connaissance de l'histoire de son pays, c'est vrai, tu l'as souligné, mon cher Benoît, c'est dans tous les secteurs, aussi bien culturels, économiques et diplomatiques, comme tu l'as également souligné. Genèse, cette connaissance-là de l'histoire de son pays, je m'accroche à la thématique. Est-ce que les jeunes connaissent réellement l'histoire de leur pays? Bon, moi je vais déjà revenir sur la définition comme il a eu à le dire. Alors pour moi déjà l'histoire, c'est l'étude des connaissances et des récits des événements du passé, notamment relatifs à l'humanité, à la culture, qui s'est déroulée à une époque bien précise. Maintenant, de nos jours, je peux dire, sans craindre de me tromper, que ça c'est parce que la majorité l'emporte. Les jeunes ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Ça s'explique par plusieurs facteurs, notamment certains trouvent que c'est ennuyeux, pour d'autres, c'est peu pertinent. Et même pour les autres, c'est parce que pour eux, ils veulent en gros plus s'intéresser à ce qui arrive au lieu d'abord de savoir ce qui s'est passé. Donc ça montre en majeure partie du temps que de nos jours, les jeunes ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Oui, mais quand tu parles de ne pas connaître l'histoire de leur pays, ça se résume à quoi, par exemple? À ne pas connaître un petit peu les dates historiques, des événements phares qui ont marqué leur pays, que ce soit de l'indépendance à nos jours, par exemple? Sur les réseaux sociaux, on peut voir certains micro-trottoirs de certains chroniqueurs. Vous allez voir, des gens nous demandent en quelle année votre pays a-t-il eu accès à l'indépendance sur la scène internationale. Mais il y en a qui bug complètement sur la date, sur le mois et sur, on va dire, le jour, le mois et l'année. C'est souvent difficile pour eux. Entre-temps, chaque année, à une date bien précise, le pays célèbre son indépendance. Donc ça, je pense que c'est déplorable. Voilà pourquoi je peux le dire sans craindre de me tromper que bon nombre de jeunes ne connaissent pas l'histoire de leur pays. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, mon cher Denis, l'avènement aujourd'hui, par exemple, des réseaux sociaux ou d'autres facteurs de divertissement joue un petit peu dans le fait de ternir un peu cette image d'une jeunesse qui est plutôt assise dans le sens de bien maîtriser un peu l'histoire de son pays, de leur pays, en l'occurrence. Est-ce que les réseaux sociaux, pour faire court, est venu un petit peu appuyer cette méconnaissance-là?
Oui, et pour rebondir sur ce qu'il dit, la jeunesse n'est pas vraiment impliquée dans l'histoire de son pays, disons de la connaissance de l'histoire de son pays. Et concernant les réseaux sociaux, disons que les animations, les vidéos sont orientées et la jeunesse préfère choisir quelque chose qui est plus divertissant plutôt que l'histoire de son propre pays. Mais il faut aussi relativiser parce qu'aujourd'hui, les jeunes tendent à apprendre l'histoire de leur pays. Et nous voyons un peu les grands événements qui se passent en Afrique avec un peu les prises de pouvoir. Donc on apprend au fur et à mesure l'histoire politique, l'économie et toute cette structure sociale. Est-ce qu'il faut forcément attendre ces éléments déclencheurs-là pour aller à la connaissance de l'histoire de son pays? Non, mais forcément il faut un événement majeur, un événement qui fait revenir en fait les gens, les jeunes, tout le monde à cette situation où on doit prendre conscience en fait de son pays, de son histoire pour pouvoir avancer. Oui, mais si on suit ta logique, s'il n'y a pas ces éléments déclencheurs, aller à la recherche des informations sur notre pays, ce n'est pas... Je pense que, imaginons, par exemple, si on prend le cas de la situation au Gabon. D'accord. Il y a eu un coup d'État, il y a eu cette situation-là. Bien avant, les jeunes n'étaient pas intéressés, ils étaient d'abord désintéressés de la politique, désintéressés de l'histoire de leur pays. Il y a eu cet événement majeur qui a marqué l'histoire de notre pays. Oui. Donc, tout le monde essaye maintenant désormais de connaître l'histoire politique. On pourrait même essayer de voir l'histoire du PDG, la création, tout ça, des institutions. Moi, je suis d'accord sur le principe. C'est vrai que cet élément déclencheur-là peut faire en sorte que les gens partent, mais à la recherche évidemment de l'information liée au pays. Mais par exemple, si vous voulez qu'on reste sur le cas du Gabon, sur lequel on ne va pas s'éterniser évidemment, mais quand on parle par exemple du Gabon, beaucoup ont parlé de coup d'État au Gabon comme étant le premier. Or, les gens ne savaient pas qu'il y a eu déjà un premier coup d'État et c'était le second. Donc, c'est justement ce côté un petit peu, le fait d'écorcher l'histoire de son pays qui est plutôt un peu difficile dans ce sens-là. Et je te rejoins quand tu dis oui, ça peut être un élément déclencheur pour aller à la source, mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre à chaque fois qu'il y ait des éléments comme ça pour connaître l'histoire de son pays. Benoît, pardon, je me tourne vers toi avant de laisser donner la parole à Genèse. Je sais qu'il a envie de rebondir sur beaucoup de points. Moi, c'est beaucoup plus sur l'impact. L'impact aujourd'hui, le fait que cette jeunesse-là ne maîtrise pas l'histoire de son pays, quels peuvent être les impacts? Parce que oui, on peut parler pluriel là quand on parle d'impact. Quels peuvent être les impacts aujourd'hui de cette méconnaissance-là, ce côté un peu inculte de cette jeunesse-là par rapport à l'histoire de leur pays? L'impact, déjà, il faut souligner que pour mener un combat ou pour mener une lutte, il faut être conscient de la lutte qu'on a à mener. Il faut être conscient du combat qu'on a à mener. Comment on est combat du combat qu'on a à mener? C'est en connaissant l'histoire de son pays. Une jeunesse qui ne connaît ni l'histoire de son pays, ni l'histoire de certaines grandes figures emblématiques du pays, de leur pays, elle s'inspire d'où? Elle s'inspire de qui? C'est surtout comme on dit en fait, si tu ne sais pas d'où tu viens, ça va être difficile de savoir où tu vas. Tu sais pas où tu vas. Et aujourd'hui, si on prend un exemple au Burkina, au Mali, au Niger, les jeunes se sont impliqués dans le processus qu'on a vu s'entamer dans l'espace de l'AES. Ils se sont impliqués. Pour s'impliquer là, par exemple, au Burkina, il y a des jeunes qui sont inspirés par celui qui nous inspire en grande partie, Thomas Sankara. Ils sont conscients que Thomas Sankara a existé. Ils sont conscients de son apport à la révolution burkinabé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un jeune burkinabé, tu le rencontres, il est fier du combat qu'il est en train de mener. Il sait où il est en train d'aller dans son combat. C'est parce qu'il y a eu des gens avant lui et il a pris conscience de tout ce qui s'est passé avant lui. Et en même temps, quand tu as conscience de ce qui s'est passé avant toi, les erreurs qui ont été commises, tu vas chercher à les balayer. Et c'est assez pertinent ce qu'il vient de dire, Genèse. Je vais te laisser le temps de rebondir là-dessus, mais évidemment, je te relance aussi par rapport à l'argumentaire de Benoît. C'est vrai que c'est assez intéressant ce qu'il vient de dire, parce que n'oublions pas une chose, c'est que chacun de nous, on est un petit peu le représentant de notre pays ailleurs. C'est-à-dire que si tu es marocain, tu représentes le Maroc dans un autre pays. Si tu es sénégalais, tu représentes le Sénégal dans un autre pays. Et qu'il serait malheureusement
pas intéressant de savoir que si moi je viens vers toi en te posant une question, oui, mais parle-moi un peu de ton pays, et que tu n'as pas évidemment cette connaissance-là, cette maîtrise de ton pays. Je suis désolé, tu vends très mal ton pays, et si tu vends très mal ton pays, on peut mettre une croix sur la destination Gabon, ou la destination Sénégal, ou la destination Congo par exemple, si c'est mal vendu. Je veux dire, si tu n'arrives pas à nous parler de l'histoire de ton pays. Donc c'est important d'avoir cette maîtrise-là, au moins, hein. Pas dans une totalité en se disant à 100%, mais au moins avoir une connaissance, une bonne base, j'ai envie de dire, voilà, de l'histoire de son pays. Oui, Genèse. Oui, moi déjà en termes d'impact et en termes de l'exemple, en partant de l'exemple que vous avez eu à prendre, moi je pense que c'est le vrai problème, il est même là. Ça, le fait qu'une jeunesse ne connaisse pas, bon, on ne demande pas d'avoir une connaissance exhaustive non plus, mais quand même, il faut avoir une connaissance majeure de l'histoire du pays. Parce que ça, si on ne connaît pas l'histoire de notre pays, ça implique un peu ce que moi je vais appeler la carence des cerveaux, contrairement à la fuite des cerveaux. C'est-à-dire que moi, je rencontre un jeune Sénégalais, un Camerounais, ou je ne sais pas, et si j'ai des attraits ou encore j'ai des projets de destination dans ce pays, et que je demande quelle est l'histoire, et même en précisant justement le domaine ou encore la rubrique, si je veux connaître l'histoire politique du pays, et que celui-ci ne parvient pas à me dire qu'au Cameroun ou au Congo, voilà comment s'est passé, voilà l'entame de la politique, voici l'origine de la politique. Là, pour moi, c'est comme Régis a eu à dire, ici, ils vont très mal l'histoire de son pays. Je ne veux pas aller dans un pays où je n'ai aucune idée. Mais c'est surtout que, l'un de vous là t'interrompre, c'est surtout que, évidemment, la question, je vais la poser à Denis, de savoir pourquoi aujourd'hui on a une jeunesse qui ne va pas vers les sages ou bien vers la connaissance, vers la recherche. Vous savez, moi, pour la petite histoire, moi, quand j'étais en mission au Congo l'année dernière, ce qui est bien, parce que tout à l'heure, Jeunesse parlait de l'interconnectivité des pays. C'est vrai que beaucoup de pays, en tout cas dans la sous-région, sont interconnectés. Si vous prenez le Congo-Brazzaville avec le Gabon, ou le Gabon avec la Guinée équatoriale ou avec le Cameroun, on est connectés parce qu'on retrouve les mêmes ethnies déjà dans ces pays-là. Et nous sommes des Bantous, tout simplement. Donc on retrouve les mêmes cultures. Moi, j'étais hébété quand je suis arrivé au Congo-Brazzaville de me rendre compte que culturellement, c'est un même pays, c'est le Gabon en fait, au Congo, ou le Congo au Gabon, je ne sais pas, mais je me suis retrouvé, j'avais pas l'impression d'être dans un autre pays, parce que culturellement, on mange des mêmes choses, on a les mêmes cultures, on a les mêmes ethnies. Moi je suis arrivé, il y avait des informations en Téké, je suis Téké, et je me dis, mais attends, il y a des Téké au Congo, il y a des Téké au Rwanda, il y a des Téké en RDC, en République démocratique du Congo, et le fait justement de connaître ça déjà, ça a un plus, parce que moi j'ai rencontré la reine du peuple des Téké, et le Téké qu'elle parlait, je ne comprenais pas. Et à la fin, je suis allé vers la reine, je posais des questions, elle me dit qu'en fait, il y a eu une migration du peuple Téké, et au fur et à mesure que le peuple migrait, le Téké s'est codifié. Ce qui fait qu'un Téké, par exemple, du Gabon, ne peut pas comprendre un Téké du Congo sur certaines expressions, parce que le Téké a évolué et s'est codifié. Ça, c'est l'histoire que malheureusement, des jeunes ne connaissent pas. Mais le fait que vous allez vers la reine, est-ce qu'il n'y a pas eu un élément déclencheur en vous qui vous a poussé à aller vers elle, par exemple? Moi, j'étais curieux déjà parce que quand elle parlait le Téké, je comprenais. Je comprenais déjà le Téké, mais je comprenais difficilement ce qu'elle disait. Et moi, j'étais curieux de savoir, mais comment se fait-il qu'au Congo, on retrouve les mêmes ethnies, les Nzebi, les Pounou, les Vili, on les retrouve là-bas. Et moi, j'étais curieux de savoir comment ces mêmes ethnies-là, culinairement, on mange la même nourriture, la même chose, on a les mêmes mentalités, on a cette capacité à faire la fête, à se recueillir, à être en famille. Il y a cette ambiance-là chaleureuse qui fait que, moi j'ai l'impression qu'effectivement, le Congo-Brazzaville, c'est le Gabon, ou le Gabon, c'est le Congo-Brazzaville. Et je suis allé plus loin. Je suis allé voir un historien qui me dit que l'histoire du Gabon a commencé au Congo et l'histoire du Congo a commencé au Gabon. Vice-versa. Alors moi je me dis que ce dont on a concrètement besoin, c'est encore une fois comme Denis pouvait dire, on a besoin d'un élément, pas d'un événement, mais d'un élément déclencheur qui va quand même... Que cet élément soit brutal ou pas. Oui, voilà, mais est-ce qu'on a forcément besoin de ça? Je vais dire, on a Oui, pas... parce que ça constitue un point de départ. Oui, ça constitue un point de départ, mais ce n'est pas le point de départ. Si aujourd'hui, par exemple, tu as envie d'avoir de connaître l'histoire de ton ethnie, par exemple, tu es de quelle province déjà?
Voilà, tu es du G2. Mais est-ce que tu connais l'histoire vraiment du G2? Est-ce que tu connais l'histoire de ton ethnie? Non, non. Ben, tu vois, là est-ce que tu as besoin d'un élément déclencheur pour connaître ça? Non, mais va à la recherche. Justement, c'est peut-être en ayant conscience que, en fait, je ne connais pas comment est-ce que mon peuple comment est-ce que mon ethnie a immigré. Est-ce qu'on est vraiment des autochtones? Est-ce qu'on est originaire de cette province? Je ne sais pas. Oui. Est-ce nous sommes présents dans cette province? Mais est-ce que tu as besoin d'avoir un élément déclencheur pour connaître ça? Non, dans tous les cas, la prise de conscience, la naissance de cette problématique est déjà un élément déclencheur. Non, je pense que, moi je suis d'accord avec vous, c'est un facteur, mais je pense que le facteur clé, pour moi, c'est un avis personnel, c'est la volonté d'abord. C'est uniquement la volonté. On n'a pas besoin d'attendre un élément déclencheur pour connaître. Moi, je connais l'histoire de mon ethnie, je n'ai pas eu besoin de connaître, je n'ai pas eu besoin d'attendre un élément déclencheur. Le vrai problème, c'est cette volonté. Ça peut, justement, l'élément déclencheur, il est là. Mais la volonté, on peut tout de suite l'effacer. Il y a un problème entre l'aspect un peu général et puis personnel. Personnellement, on peut se dire qu'on peut parler de volonté. Et lorsqu'on parle de général, on va parler de la société, les jeunes de la société. Ça, c'est la plupart marqué par un événement. Ça peut être, je sais pas, une prise de conscience au sein du gouvernement, on va dire quoi, on va essayer de plus faire des formations, plus sensibiliser la jeunesse sur ce problème. Mais si c'est personnel, on va se dire que bon, il faut que je retourne à mes valeurs culturelles, à mes valeurs historiques. Il faut que je connaisse l'histoire de mon ethnie, l'histoire de mon clan, etc. Voilà, de mon pays, mais comment vous allez concevoir qu'il y a des jeunes, par exemple, aujourd'hui, qui ne connaissent même pas l'hymne national de leur pays, qui n'arrivent même pas, qui ne connaissent pas les couplets. Ça aussi, il ne faut pas attendre un élément déclencheur pour ça. Ça, c'est un manque de volonté. C'est pourquoi je dis qu'en fait, au-delà de tout ce que vous dites, l'élément phare pour moi, c'est la volonté. Si tu te lèves un matin, tu décides d'aller vers le grand-père pour dire « Papy, j'ai besoin d'avoir telle information. Dis-moi comment notre peuple s'est retrouvé ici. L'histoire du Gabon, j'ai besoin de connaître ça. Moi, j'ai besoin de connaître aujourd'hui pourquoi c'est déplacé de dire au Gabon, par exemple, de dire je suis fan du G2. Ça sonne mal dans la tête de beaucoup de personnes. Pourtant, c'est le Gabon. Mais on a besoin de savoir ça. Pour rebondir sur ce que Régis disait, quand il est parti vers la reine, il y a des moyens de transmission, de connaissances à la jeunesse. Je vais prendre le cas du G9, le Olintem. Moi, j'ai grandi avec les grands-parents, avec les parents. Lorsqu'on se regroupait au village pendant les vacances, les cérémonies de Mvet, les contes de Mvet, c'est les choses, c'est l'histoire du peuple Fan qu'on enseigne aux enfants. Dès qu'il y a un retrait de deuil, on appelle un conteur de Mvet, il vient, il explique. Tu vois que c'est divertissant et en même temps, l'enfant est en train d'apprendre l'histoire de son peuple. Ce qui fait que cet enfant-là, même si tu le prends et que tu vas le déposer aux États-Unis, il sait très bien d'où il vient. Et il aura quelque chose à léguer. Il aura une histoire, il aura quelque chose à léguer. Parce que s'il fait des enfants aux États-Unis, lui, là, il connaît l'histoire de son peuple, il connaît d'où il vient. C'est pas parce que tu fais un enfant avec, par exemple, un Américain que tu vas pas, il va hésiter à apprendre l'histoire du peuple Fan ou du peuple gabonais. Mais je trouve que ça va plus loin. On a eu le cas, par exemple, avec le problème des binationaux aujourd'hui, que ce soit les footballeurs ou dans d'autres compétitions. On a reproché à pas mal de professionnels de ne pas connaître l'histoire de leur pays. Et il y a beaucoup qui ne se reconnaissaient pas en ces joueurs. Ça a été le cas avec Aubameyang, par exemple, qui a suscité énormément de choses. Il y a eu des cas également au Sénégal, un peu partout, quand c'est le cas des binationaux. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, il va falloir que cette jeunesse-là soit consciente des enjeux, surtout liés à la maîtrise de l'histoire de leur pays. Il y a des jeunes aujourd'hui, il y a des bibliothèques, mais ils ne fréquentent pas les bibliothèques, par exemple. Bon. Donc pour moi, j'ai envie de dire que les moyens de transmission ne sont pas le réel problème. Ça ne constitue pas grand-chose comme difficulté. Pour certains, les grands-parents sont encore en vie. Pour d'autres, il y a des livres, mais le problème de l'Africain, c'est que voilà, il ne veut pas lire. De la jeunesse surtout. La jeunesse africaine, qui est démissionnaire en termes de lecture. Ou de préciser, le vrai problème de la jeunesse africaine, c'est ça, la lecture. On ne veut pas se documenter sur ce qui s'est passé, on veut se documenter sur ce qui va se passer. Donc le réel problème n'est pas tant lié aux moyens de transmission. C'est encore une fois, au niveau de la conscience, si vous permettez le pléonasme, c'est appréhendé par l'esprit. Est-ce qu'on appréhende de manière consciente ce qu'on veut apprendre ou ce qu'on ne connaît pas? Être conscient, est-ce qu'on est conscient qu'on ne connaît pas l'histoire de notre pays? Pour d'autres, bon, si on ne connaît pas l'histoire de notre pays, c'est parce qu'on n'est pas né
à cette époque. Entre-temps, l'histoire, c'est pas uniquement le passé. Parce que le présent aujourd'hui sera l'histoire de plus tard. On a tous eu une définition assez simple de l'histoire. Hein. On dit que c'est le récit du passé de l'homme. Voilà. Mais, donc, mais je pense que ça, à cette époque, c'était un présent. Donc on a essayé de mettre en place des moyens, faire des choses, faire bouger les choses pour que plus tard, ça soit appelé l'histoire. En partant, bien évidemment, comme j'ai eu à le rappeler au départ, relatif à des faits culturels et humanitaires. Est-ce qu'il y a une responsabilité parentale dans ça, mon cher Denis ? Je pense oui au départ parce que c'est comme si aujourd'hui il y avait une sorte de déconnexion, surtout sur cette partie culturelle avec les parents et les enfants. Aujourd'hui il n'y a plus cette influence occidentale, on se met plus sur les réseaux sociaux, TikTok pour regarder plus ce qui est à l'extérieur, l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis, d'autres pays. Mais on n'est pas vraiment concentré sur ça et même à la maison on ne discute pas de ça. Par exemple chez les femmes, comme il l'a dit, il y a l'histoire d'une fête et tout le reste. Chez les Mienais, par exemple, on voit des danses culturelles, le couille et tout le reste. Mais est-ce que les parents ne devraient pas plutôt laisser les enfants connaître en fait cette partie-là en fait de la culture? Parce qu'il ne faut pas oublier que ces rites traditionnels-là s'accompagnent aussi de l'histoire de l'autre ethnie, de l'histoire aussi du clan. C'est vrai que quand on parle de l'histoire du pays, c'est vaste. Hein. C'est vrai que quand on parle de l'ethnie, la culture, la tradition, la vie politique également, la vie diplomatique également, ça c'est important de connaître ça. Est-ce que, Benoît, selon toi, va falloir aujourd'hui repenser le système? Quand je parle de repenser le système, c'est aussi bien sur le plan éducatif. Aujourd'hui, de nous enseigner, mais vraiment l'histoire de notre pays, parce qu'on a un peu une forme d'histoire... on va dire sommaire de notre pays parce qu'on a tous ici appris les mêmes choses concernant nos pays en l'occurrence. Mais je veux dire, est-ce qu'il faut repenser tout ça, revoir tout ça? Il faut bien évidemment repenser. Niveau éducatif, si l'on prend du primaire jusqu'au collège, tout ce qu'on nous apprend, l'enfant sort de là avec peu de choses. Tu as des enfants, ils connaissent Pierre Savognon de Brazza, ils connaissent Christophe Colomb, mais ils ne connaissent pas les grands hommes africains. Ils ne connaissent pas. Oui, l'histoire de Kwame Nkrumah. Ils ne connaissent pas les hommes qui ont fait qu'il soit là en ce moment et qui ont mené certaines luttes pour que lui puisse avoir une liberté de s'exprimer, de circuler aujourd'hui. Donc, parce qu'il y a un accent qui a été mis sur l'histoire d'autrui plutôt que notre propre histoire. Et c'est surtout que même jusqu'à aujourd'hui, quand tu regardes les plus jeunes, on a l'impression qu'on apprend les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes cours qu'on a. Il n'y a pas une évolution, on n'a pas rafraîchi le contenu des cours qu'on donne aux jeunes. Tu parlais au primaire et tout ça, pour connaître le pays. Excuse-moi. Je voulais rebondir en fait sur ce qu'il dit. J'ai l'impression aujourd'hui que l'histoire en fait africaine ou l'histoire du Gabon qu'on raconte est perçue très péjoratif en fait chez les jeunes en fait. On valorise plus l'extérieur, on valorise les Américains comme étant les grands sauveurs du monde. On valorise les Français comme ayant une très grande culture. En tout cas, on oublie que chez nous on a des philosophes. On oublie qu'on a des philosophes, on a des grands penseurs, des mathématiciens. Voilà, effectivement. C'est ça en fait. Le problème, c'est aussi la valeur qu'on accorde à ces événements. Quand on m'a appris la mort à l'école, ça c'est la mort de Malcolm X qu'on m'a appris. Peut-être un noir, mais c'est pas, je ne vais pas dire que c'est un Africain. Mais aujourd'hui, quand j'ai appris comment est mort Sylvanus Olympio par exemple, vous vous rendez compte que la mort de Sylvanus Olympio a plus de... Je ne vais pas dire plus... Je ne vais pas en fait... Parler d'impact, mais disons que... Surtout en termes de valeur. Proximité. Surtout en termes de valeur, vous vous rendez compte que le combat que menait Sylvanus Olympio est 2 fois plus consistant, plus considérable que celui de Malcolm X. Celui de Malcolm X, c'est plus basé sur les médias. Mais en parlant justement de contenu, les amis, puisque vous êtes sur les réseaux sociaux et même à la télé, est-ce qu'il faut plus d'échanges comme ça? Est-ce qu'il faut plus de contenu comme ça? Voilà, tu vois, des jeux sur la culture générale, ce genre de choses. Algorithmes dans nos réels Instagram, YouTube, TikTok.
Je pense que ce sont des propositions. Et une fois, lorsqu'on te propose, je pense que sur TikTok, on parle en termes de pourtour. Lorsqu'on te propose un pourtour et que tu likes, eux, ils diront que bon, voilà ce qui l'intéresse le plus. Mais qu'en est pour le contenu, les médias, par exemple, Denis, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut des émissions un peu plus comme Génération News avec des thématiques comme ça. Il faut des jeux. Oui, comment les médias peuvent s'impliquer, jouer leur rôle aussi? Je pense que peut-être une chaîne de télé gabonaise qui parle plus d'histoire. Pas que le Gabon, africaine, de façon générale. C'est pas voilà, du Gabon centré. Je dirais plutôt, oui, l'histoire africaine, l'histoire en fait de comment ça s'est déroulé, que ce soit l'Afrique noire précoloniale, l'Afrique noire aussi coloniale et maintenant l'Afrique contemporaine. On doit essayer comment dire, d'appréhender en fait toutes ces époques-là et essayer aussi de, comment dire, de sensibiliser les jeunes à être plus connectés en fait à cette histoire, l'histoire en fait de... c'est surtout ça, c'est comme on dit, si tu veux être le révolutionnaire d'aujourd'hui, sois le détenteur de la connaissance d'hier. Et effectivement, ça peut te servir d'arme, dans le bon sens du terme, évidemment, pour combattre. Donc on parle d'armes, on parle d'idées. On va marquer une courte pause parce que nous sommes arrivés au terme de cette première partie d'émission. Je suis d'accord avec vous, il y a tellement de choses à dire. On pourra faire une deuxième émission là-dessus. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission, toujours en lien avec la jeunesse. Cette fois-ci, nous allons parler de son implication dans le processus d'émergence d'un pays. Jeunesse, je me tourne vers toi justement. Cette jeunesse-là, est-ce que tout à l'heure, dans la première partie d'émission, on parlait de la prise de conscience de cette jeunesse-là. Comment aujourd'hui ramener cette jeunesse-là, l'impliquer davantage dans le processus de développement ou d'émergence d'un pays? Déjà, je pense qu'il faut partir sur le repenser, comme on l'a dit dans la première thématique. Déjà, il faut repenser un peu, revoir les premières mentalités, c'est-à-dire revenir sur l'éducation de base, ce qu'ont reçu nos parents et ce qu'ils nous ont transmis, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas vu la façon dont la jeunesse se comporte à l'heure actuelle. On ne dira pas que c'est la façon dont les parents les ont éduqués, pour certains, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas de cette façon que la façon dont on se comporte, où certains de nos jours pour regarder, tuer, fumer, la débauche, c'est pas ce que nos parents nous ont appris au départ. C'est un peu basé sur le suivisme de ce qu'on voit. Après, on nous donne une certaine éducation qu'on ne pratique pas. Donc moi, je me dis que les parents devront maintenant miser sur l'expression de cette éducation. C'est-à-dire, lorsque tu éduques ton enfant à être gentil, à être bien avec les autres, il faut vraiment qu'il apprenne à pratiquer le bien. Parce que c'est pas juste apprendre à avoir en soi et ne pas faire surgir. Donc voilà, ça part même justement sur l'émergence. L'émergence, c'est faire ressortir justement ce qui est peut-être ancré ou bien caché en nous ou bien en quelque chose. Donc moi, je me dis que pour commencer, il faudrait déjà revoir l'éducation. Donc miser sur une éducation de qualité. Miser sur une éducation de qualité, Benoît, c'est un avis que tu partages ou bien il faut... La question, je te la pose, comment réellement impliquer cette jeunesse-là? Parce que, évidemment, que si la problématique se pose, c'est parce qu'il y a un constat qui est là, il y a cette jeunesse-là qui réclame sa place, c'est une jeunesse qui a envie d'être impliquée, une jeunesse qui a envie d'être sur la table des décisions, mais comment justement l'inviter? Comment aujourd'hui déposer une chaise sur la table des décisions et dire que cette chaise appartient à la jeunesse? Pour les décisions de politique publique, dans de nombreux pays africains, on prend ces décisions-là sans la participation de la jeunesse. D'accord. Des décisions qui sont censées impacter la jeunesse. On prend des décisions sans la jeunesse. Pour prendre le côté éducation dont il parlait, on a dans nos sociétés des intermédiaires entre la jeunesse et, on va dire, les hommes politiques. Ces intermédiaires, pour moi, celui qui est censé prendre, par exemple, les aspirations de la jeunesse et de les porter devant les hommes politiques, c'est des personnes aujourd'hui, une fois il est quitté dans votre communauté et qui se retrouve de l'autre côté, il est totalement dénudé de bon sens, de patriotisme, d'envie de bien faire, de bien mener sa mission. Et ça, c'est un rapport à l'éducation. Parce qu'un enfant, si tu l'éduques que tu dois être un patriote, si tu l'éduques que ton pays a besoin de toi,
si tu l'éduques en lui faisant comprendre que c'est lui, le changement qu'il veut pour son pays, lui-même doit incarner ce changement-là. Oui. On n'est pas obligé de faire participer, par exemple, tous les jeunes. Mais celui comprend et qu'on met à la table des négociations. Une fois qu'on lui a sifflé deux choses à l'oreille, il a oublié les aspirations qu'il était censé amener. Donc, cet esprit-là, même déjà, niveau éducation, comme il disait, il faut qu'on ramène. Il faut commencer par la base, c'est-à-dire la base, c'est l'éducation. Denis, c'est vrai, il faut commencer par là, c'est un point pour moi qui est crucial en tout cas. L'éducation, c'est la base, hein, comme on dit à chaque fois. La question quand même, je te la pose aussi, cette jeunesse-là a besoin d'être là, elle a besoin d'être impliquée dans tous les processus de développement. Là, on était beaucoup plus sur un aspect politique, d'accord, mais l'émergence, c'est assez éclectique, hein, ça va dans tous les domaines d'activité. Est-ce que cette jeunesse-là est vraiment disposée aujourd'hui à servir son pays, à se mettre au service du pays? Est-ce que tu sens un peu cette promptitude-là de la part de cette jeunesse-là? Quand on parle de l'émergence, c'est aussi bien sur le plan agricole que sur le plan économique et politique et technique. Est-ce qu'il y a des aspirations, est-ce qu'il y a cette volonté-là de la part de la jeunesse d'envahir ces secteurs-là, par exemple? Oui, moi je pense que oui. Au-delà du fait qu'on considère souvent la jeunesse comme étant irresponsable. Ou un peu perdu, ou totalement perdu. Mais les jeunes aspirent également à réussir dans leur vie. Certains veulent se lancer dans le commerce, certains veulent se lancer en gros dans l'entrepreneuriat et d'autres même ont d'autres aspirations politiques. Mais si on considère comme au niveau du développement, il faut mettre en place des structures qui accompagnent la jeunesse. Au-delà de la volonté. Et quand tu parles de structures, c'est quoi dans l'entrepreneuriat par exemple? Dans l'entrepreneuriat, des structures qui financent un petit peu les projets. Les projets. Okay. Des structures un peu dans ce sens-là en fait. Et ces structures doivent aussi rimer avec, en gros, ça doit être adapté au milieu ou aux réalités du milieu. Aux réalités aussi. Parce que le vrai problème c'est ça. On peut parfois, parce que de nos jours, vous allez voir des parents ou des personnes qui vont essayer de, qui ont quelqu'un qui a besoin d'aide. Bon, à l'heure actuelle pour eux c'est plus aller voir un psychologue, alors que ça c'est une culture. En gros, des solutions dont les paradigmes sont peut-être à caractère antipode avec les réels besoins qu'on a. Donc ça aussi, ça laisse parfois... Ça veut dire que ce sont des moyens que tu mettras, ce sont des solutions que tu vas adapter à un problème qui n'a rien à voir avec c'est comme une maladie que tu souffres, peut-être du mal des yeux, on va te donner le médicament de la dent, juste en disant que c'est la douleur. Comme c'est la douleur, ça va agir sur les mêmes... Alors que ce ne sont pas les mêmes nerfs, ce ne sont pas les mêmes organes. Voilà, donc le vrai problème, c'est comme il a eu à dire, il faut mettre des structures qui vont accompagner. Mais ces structures-là doivent avoir des méthodes, des mécanismes, si je peux dire ça comme ça, qui riment ou encore qui correspondent aux réalités du milieu. Il ne faut pas également oublier le suivi, parce que ça c'est aussi un gros problème, l'accompagnement. On peut mettre des structures en place qui accompagnent les jeunes, mais il faut également un suivi, et ça c'est très important en fait. D'accord, le suivi et l'accompagnement, ça se donne dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui. Et je suppose que ça s'applique dans tout le reste, dans les autres domaines, aussi bien domaine technologique qu'agricole. Le domaine agricole, on voit qu'il y a beaucoup de politiques en Afrique qui se développent dans ce domaine-là, qui invitent la jeunesse au retour aux sources, donc en l'occurrence à la terre. Avons-nous une jeunesse disposée justement à repartir à la terre? Si on prend il y a des pays où, quand moi j'observe, il y a une jeunesse vraiment prête à faire ce qu'il faut, même si c'est côté agricole qu'ils vont faire. Au Burkina Faso par exemple, le capitaine Ibrahim Traoré, ça ne date même pas d'une semaine, il avait promis des dons dans les communautés agricoles. Il y a des tracteurs, des appareils permettant de multiplier la croissance agricole des jeunes. Il a proposé un suivi de ces jeunes qui vont prendre les tracteurs et tout. Pendant une année, le programme est que pendant une année, ils vont utiliser les appareils de l'État sans rien débourser. Et l'année suivante, avec les fruits de ce qu'ils ont produit la première année, ils sont censés maintenant commencer à débourser quelque chose et se lancer. Et il y a plein de jeunes qui se sont mis dedans. Au Gabon, moi, j'attends de voir le résultat
le projet, il y avait le président de la transition, en tout cas, allait également dans cette optique-là aussi. 200 postes budgétaires du côté agricole. Maintenant, moi, je ne pense pas que la question, c'est qui des jeunes volontaires, je pense. Qui sont les volontaires? Voilà, parce que justement, quand on parle des terres, il y en a qui sont peut-être complexés par le retour de repartir manier la terre entre-temps. Est-ce qu'ils ont conscience des richesses qui peuvent sortir du sol? Non, c'est surtout qu'en fait, on a une jeunesse aussi qui a une vision très éloignée de ce que la terre peut apporter et en fait, un regard très péjoratif de la terre. Parce que pour la terre, quand on dit on repart faire la terre… C'est le villageois, c'est le vieux, c'est pour les morts. Il y a une connotation très péjorative sur ce. Donc là aussi, tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui parlait des sensibilisations. Je pense que c'est là aussi le combat que beaucoup mènent, c'est de pouvoir dire à cette jeunesse-là que repartir à la terre, ce n'est pas une mauvaise chose. On a commencé par la terre, dans tous les sens du terme évidemment, et repartir là-bas, c'est simplement fournir de la richesse en continu, parce qu'évidemment que derrière aussi, il y a beaucoup de choses. Le domaine de la technologie, mon cher Denis, est-ce que là aussi ça bouge un petit peu en ce qui concerne la jeunesse? Est-ce qu'il y a cette volonté de créativité-là, de création-là, perçue chez les jeunes, selon toi? Oui, au niveau de la technologie, mais le problème, c'est, je vais prendre le cas du Gabon, je pense qu'il faut plus de financement, que ce soit dans universitaire. Le cas de l'Afrique de façon générale. Voilà, de façon générale, en fait, du côté du développement, il faut plus en fait de financement dans la recherche et le développement. La technologie, c'est vraiment un pont du développement en Afrique. Et je pense qu'il faut vraiment… la jeunesse s'intéresse vraiment à ça et il faut vraiment accentuer le financement. Moi, c'est comme tu as dit, le suivi, est-ce qu'ils sont suivis, est-ce qu'ils sont accompagnés? Et même pour ceux qui ont ces initiatives de vouloir, par exemple au niveau de on va dire quoi, créer des clims ou bien des systèmes de ventilation à partir de l'énergie peut-être hydraulique ou bien solaire ou même à partir du vent. Le problème, c'est qu'ils ont peut-être besoin d'un certain matériel à mettre en place, mais le financement n'est pas. C'est ça le vrai problème. Voilà pourquoi quelquefois, lorsqu'on vise les politiques ou les autorités, on n'a pas tort de Donc effectivement, si je comprends bien, pour ramasser un petit peu ce que vous dites, pour accompagner cette jeunesse-là, en tout cas l'impliquer dans l'émergence, il faudrait déjà mettre en place des dispositions dans tous les domaines d'activité pour accompagner cette jeunesse-là et de faire un suivi voilà, parce que derrière. De nos jours, il y en a qui ne sont pas trop axés sur l'éducation théorique. Il y en a qui veulent vraiment… Voilà, pour eux, l'école n'est pas toujours… Et quand on parle en termes d'éducation, ce n'est pas toujours l'école. Vraiment, parce que l'éducation, quand on parle d'éducation, même lorsqu'on parle d'école, les gens, pour eux, c'est le bâtiment, c'est l'édifice là qu'ils voient. Entre-temps, l'école, c'est dans la tête et c'est dans la pratique. L'école, ce n'est pas qu'à l'école, d'après ce que je sais. Donc, il y en a qui veulent qu'on mise surtout sur la formation professionnelle et pratique surtout. Pour ceux qui sortent parfois du domaine technique et autres, il y en a qui n'ont pas besoin de savoir comment… En fait, la théorie, là, pour eux, c'est peut-être une perte de temps. On peut miser sur la théorie au départ, mais après, il faut axer majoritairement sur la pratique. Je pense que si on suit même, si on peut calquer sur le mode un peu des pays asiatiques, en l'occurrence la Chine, il n'y a qu'à voir comment la Chine fonctionne. C'est-à-dire que même dans des crèches, dans des garderies, des choses comme ça, il y a des activités déjà. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a circulé, où on a vu des jeunes déjà qui préparaient, d'autres qui étaient dans la coiffure, d'autres dans la couture. C'est des gamins de 2 ans, 3 ans, mais qui ont déjà des aptitudes qui ont déjà un petit peu choisi leur métier en étant déjà… Ça se fait même par sélection. Lorsqu'on vous emmène dans un domaine où on dit que bon, à l'heure actuelle, on va d'abord miser sur la couture, tout le monde s'axe sur la couture. Si on dit on va miser sur peut-être la cordonnerie, tout le monde, et à partir de là, ça permet de voir qui s'y connaît dans le domaine, qui est passionné par ça. Mais même pas ça, ça permet aussi à ces profils-là d'avoir une sorte de polyvalence. Oui, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'au départ, il y a cette spécialisation et après, il viendra la polyvalence. Au moins, ça permet aux autorités ou encore même à ces recruteurs-là de faire, bon, je ne vais pas parler en termes de recruteurs, mais ça permet à ces moniteurs de faire une certaine sélection en disant que oui, toi, tu t'y connais, pourquoi est-ce que ça te dirait qu'on t'oriente dans ce domaine et on t'accompagnera avec tout ce dont tu as besoin. Moi, je me dis que c'est ça le vrai problème en Afrique. D'accord. Ça veut dire qu'on prend un domaine bien précis et on oriente directement certaines têtes alors que ce n'est peut-être pas ce qu'ils veulent faire. C'est ça le vrai problème. D'accord, oui, Benoît. Au niveau du suivi dont il parlait, moi, il y a quelque chose que je déplore vraiment dans beaucoup d'États africains. C'est que des fois, on accompagne les gens
qui n'ont pas envie d'être accompagnés, qui n'ont pas la volonté. Lorsqu'on avait le projet d'égalité des chances, au Gabon par exemple, cette égalité des chances-là, moi j'aimerais la voir réellement dans la société. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui sont convaincus, par exemple, que s'il n'a pas un diplôme universitaire, il ne peut pas apporter quelque chose à son pays. Il y a des jeunes qui sont convaincus de ça. Donc il se tient en marge de la société. À côté de ça, tu as le suivi. On suit des gens, on lui donne une société, on le met à la tête de cette société. Il y a vraiment quelqu'un de compétent à côté de lui, à qui on pouvait donner ce suivi-là. Et lui allait amener dans son sillon beaucoup de jeunes, mais on ne va pas lui donner ce suivi. Là, tu déplores un certain népotisme ou bien... Népotisme, clanisme, un peu tout ça aussi. C'est vrai que, effectivement, enfin, c'est beaucoup plus mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et surtout faire confiance à cette jeunesse-là. Moi, si j'essaie un peu de résumer ce que tu viens de dire, c'est vraiment faire confiance à cette jeunesse-là. C'est vrai qu'on ne fait pas énormément confiance à la jeunesse. En tout cas, cette jeunesse-là, cette partie de la jeunesse consciente des enjeux, parce qu'il y a une autre jeunesse qui visiblement profite encore un peu du temps, de la vie, on a envie de dire. Qui on ne fait pas totalement confiance. Est-ce qu'elle-même elle a confiance en elle d'abord? Visiblement non. Voilà, donc je pense que ça veut dire que après je pense que quand on dit lorsqu'on veut on peut, moi je ne suis pas trop dans cette optique-là parce que moi je pense que j'ai coutume de dire que mes volontés dépendent de mes capacités. Donc ce que je veux, je dois être en mesure de pouvoir. C'est pas ce que je veux, je peux. Si je veux, lorsque je veux, je dois aussi m'assurer que je peux le faire. Maintenant, tout part effectivement du fait qu'il faut avoir confiance en soi, il faut appréhender, il faut avoir vraiment conscience de ce qu'on veut faire. Est-ce que tu veux être accompagné, est-ce que tu veux travailler, est-ce que tu veux réussir? Mais comme tu as eu à dire, le problème c'est que si on accompagne parfois ceux qui ne veulent pas, est-ce que c'est pas parce que ce sont des pions qu'on a placés au détriment de ceux qui avaient un c'est un facteur, hein. C'est un facteur, mais ce n'est pas le facteur. Mais ça reste. Les torts sont partagés. Voilà. Je pense qu'en fait, vous avez souligné le problème. Et là où moi je vais revenir un petit peu sur un point qui a été souligné, c'est savoir exactement ce qu'on veut faire. Si on veut participer à l'émergence de notre pays sur le plan économique, savoir exactement ce qu'on veut faire, ça c'est important. Parce que par exemple aujourd'hui en Afrique, malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on a réduit un petit peu, en tout cas c'est l'impression que j'ai, on a réduit l'entrepreneuriat à l'ouverture des débits de boissons. C'est-à-dire qu'en Afrique, on a l'impression que si tu veux entreprendre, il faut ouvrir un dépôt de boissons ou un bar, comme on dit dans le jargon. Et après, on ne peut pas en vouloir aux jeunes qui se lancent dans ça. Si à partir du moment où il y a si ça marche, tant mieux. Mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus avoir une sorte d'ouverture d'esprit, de dire à la jeunesse, il y a des secteurs dans lesquels on a besoin d'innovation, il y a des secteurs dans lesquels on a besoin justement d'une vision nouvelle. Et si on peut compter sur vous, dites-nous ce qu'il faut. Et à partir de ce moment, on accompagne. D'où l'accompagnement, le suivi et tout ce qui peut suivre. De l'innovation, déjà, est-ce qu'on cherche à savoir ce qui existe déjà pour créer ensuite ce qui n'existe pas? Ouais, je pense que même là aussi. Oui, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est dans une jeunesse qui veut effectivement faire éclore l'économie du pays, mais on est dans une jeunesse qui calque. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'innovation, on est dans le mimétisme et tout. On se dit, bon, voilà, si Benoît a eu à mettre en place son business dans la vente de chaussures, ça marche, je fais la même chose. Non, on et après, on reste maintenant sur un marché où les choses tournent autour. Oui, on est concurrent et effectivement, on a un marché qui n'évolue pas. Pas vraiment exactement. En fait, le marché, tous les problèmes du pays pour essayer de mettre en place en fait un secteur bien précis. On cherche facilement l'argent, vite l'argent, donc on va calquer un secteur qui est déjà qui marche. Moi j'étais très content quand j'étais au Congo justement de voir qu'en fait il y a un jeune qui a eu une idée qui est pour moi extraordinaire. En fait il s'est rendu compte et justement il a fait cette étude de terrain là. Il s'est rendu compte qu'en fait au Congo il n'y avait pas des aires de jeu des aires de jeu simplement. Et lui ce qu'il a fait c'est que il a mis en place des aires de jeu qu'on peut déplacer donc portables. Donc c'est gonflable là où tu peux gonfler
je sais pas, des trampolines, des choses comme ça. Et ce qui est bien, c'est que ça marche. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des arbres de Noël organisés par des entreprises, on fait appel au monsieur qui met en place des châteaux gonflables et tout le reste. Et moi, je me suis dit, justement, voici un secteur, voici quelqu'un qui s'est dit, ok, je me lance, mais vous allez voir si ça commence à marcher pour lui. Il y a un qui va se dire, ah tiens, ce serait peut-être bien que je fasse la même chose aussi. Or, effectivement, ici, cette personne n'est pas au courant ou bien pense qu'elle ne peut pas réussir dans un autre domaine d'activité. Peut-être à la problématique, à la thématique de l'émission, c'est que tout jeune doit se mettre en tête que en moi, je constitue, ou en moi, j'ai cet apport salvifique à l'innovation, par exemple. C'est-à-dire, je sais, qu'est-ce qui existe, comme je venais de le dire, excusez-moi d'être un peu répétitif, ici, c'est que qu'est-ce qui existe déjà, et surtout dans le domaine de tout un chacun, dans le domaine, même dans la soudure, dans la mécanique, dans le domaine surtout de l'ingénierie. On a besoin de tout le monde, c'est comme je disais, les impliquer. Justement. En fait, si je comprends bien, en fait, c'est pas aux autorités aussi de les impliquer, c'est d'abord nous-mêmes. Voilà. Tout part de nous d'abord. Tout part de notre première décision, notre volonté, parce qu'on a beaucoup scandé la volonté depuis l'entame de l'émission. C'est vraiment ça le problème fondamental. Est-ce qu'il y a cette volonté? Lorsqu'on parle de saturation du marché. Donc, en écoutant ça, en fait, donc moi j'ai l'impression qu'une grande partie une grande partie de la jeunesse n'a pas compris la base de l'entrepreneuriat. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est l'étude des marchés. Oui. Et tu te lances où le marché est plus propice à ton évolution. Pas plus propice, tout est dans même le nom. Comme on dit, entreprendre, c'est quoi? C'est entrer et prendre. Donc voilà. Tout est déjà plein. Voilà. Vouloir faire comme les autres. C'est surtout ça en fait. Est-ce que du coup, ça n'a pas un apport? Il n'y a pas un apport sur le... Parce qu'on est sur une reproduction du déjà vu et autres, alors qu'on peut miser sur... On ne veut pas aller au-delà. Si on fait par exemple, on ouvre un bar ou bien on ouvre un restaurant, c'est fini. C'est restaurant, c'est-à-dire eux ils ne voient pas que non, ça peut être un McDonald's, ça peut être en fait un truc. C'est ce qu'on appelle entrepreneur vivrier, c'est-à-dire tu fais un truc, tu ouvres ton entreprise, tu manger dans cette pour la famille, pour sortir, pour voyager, ça va pas au-delà. Où j'habite par exemple, au premier étage, il y a un jeune qui s'est installé dernièrement. Il fait la même chose que je vois souvent beaucoup faire dans les rues ici à Dakar, la vente de fruits dans les sachets, mais je vous jure, il a professionnalisé ça, mais d'une manière, tu as l'impression que c'est pas le même business qu'ils font. Et c'est à ce niveau-là aussi l'innovation. La créativité. La créativité, avoir confiance en toi. Maintenant, tu rentres dans son magasin, mais tu ne peux même pas le comparer à celui qui le fait ou tu as vu ailleurs. Et pourtant, c'est la même activité qu'ils font. Et il va se faire beaucoup plus d'argent juste parce que il s'est assis, il a réfléchi. Est-ce que le problème aussi, c'est pas au niveau de l'argent, Denis? Parce qu'il y a des jeunes qui pensent que si je dois entreprendre, il faudrait que j'ai déjà un bon fonds de roulement, il faudrait que j'ai une somme. Est-ce que ça aussi, ça ne bloque pas déjà aussi, Denis? C'est d'abord une question de volonté. Ouais. Je pense qu'au départ, c'est d'abord une question de volonté. C'est-à-dire, tu peux commencer à mettre en place quelque chose, c'est-à-dire ta propre entreprise et chercher des fonds plus tard. Tu vois. Voilà. Mais tu viens d'abord avec quelque chose. Voilà. C'est vrai que l'argent, c'est un peu c'est le moteur. Mais c'est d'abord la vision. C'est d'abord en fait cette volonté-là à vouloir amener son entreprise plus loin en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça. Et moi, je ne sais pas si c'est Obama qui l'a dit, mais c'est lui que j'ai très vu scander en disant ce n'est pas l'argent qui crée le projet, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est le projet qui crée l'argent, d'où la vision dont tu parlais. C'est à partir de là, parce qu'en faisant peut-être part de cette vision ou de ce projet aux autorités, c'est sûrement à partir de là qu'ils vous diront, parce que on a rarement vu des autorités dire on va vous donner 10 millions pour que vous mettez un projet en place. Non, vous avez un projet en place, on vous donne 10 millions pour le matérialiser. Maintenant, par rapport à l'implication des politiques, l'implication institutionnelle, j'ai remarqué par exemple ici au Sénégal, il y a cette valorisation des industries culturelles et créatives. Exactement. Voilà, il y a le Forum Afrique organisé par la Fondation Youssoundo. J'ai vu là-bas des jeunes qui avaient créé un jeu vidéo, tu vois.
un jeu vidéo, il y a d'autres qui étaient dans l'art culinaire, il y a d'autres qui étaient dans la danse, il y a d'autres qui étaient dans ceci. Et ça crée une diversité en fait. Et ça participe non seulement, c'est le soft power, et ça participe à l'économie nationale directement du pays. Exactement. Et c'est vraiment quelque chose de très important. C'est vrai que c'est des initiatives qui manquent beaucoup, parce que même le Rwanda aujourd'hui est dans cette initiative-là. Quand tu vois des jeunes Rwandais qui sont très calés dans tout ce qui est technologique, tu te dis quand même qu'il y a un début, il y a un processus, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que certains pays sont un petit peu en retard par rapport à ces innovations chez les jeunes? Oui. C'est la vérité. Voilà, on va dire, on a des preuves tangibles, mais dans tous les cas, moi, la question que je me pose par contre, autant pour moi, c'est est-ce que ce n'est pas compte tenu de la rentabilité du projet, par exemple, que les autorités refusent de financer le projet de certains jeunes? Mais ils sont pas, les autorités ne sont pas dans l'obligation de totalement financer. Non, ils ne sont pas dans l'obligation. Même personnellement, lorsque je mets un projet en place, est-ce que je n'analyse pas déjà qu'au départ, ou au cours de, ou encore d'ici, au niveau de la finalité, est-ce qu'on ne se rend pas compte, on ne se dit peut-être pas que bon, c'est un projet, mais il ne sera pas rentable? Là, je pense ça avance, ça c'est pas maintenant que tu te poses cette question-là. Non, même au départ, je pense qu'il y a des éléments. Si au départ tu te poses cette question-là, donc tu revois, tu te lances pas dans quelque chose que tu sais que ce ne sera pas porteur. Ce n'est pas avéré, ce sont des questions, ce sont des hypothèses. Oui, mais l'hypothèse tu l'as avant, pas pendant le projet. Non, en fait, pour moi j'ai une vision même, c'est-à-dire que pour moi, tout projet peut être productif. À partir du moment où il est bien élaboré et bien pensé, il peut être productif. Je suis d'accord. Tout ce qui, ton talent, moi j'ai l'habitude de dire à des jeunes avec qui je converse, tout talent que Dieu donne, toute qualité que Dieu donne, est un moyen de faire un business derrière. Et on va chuter par cette belle phrase, hein, les amis, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir participé à Génération News. Je suis d'accord encore, les amis, il y a plein de choses à dire sur ces thématiques-là. Benoît, étudiant en journalisme et communication, c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau Génération News. Mon cher Denis, étudiant en sciences politiques, merci d'avoir participé à Génération News. Et Genèse, étudiant en journalisme et communication, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.